À 59 ans, Rachida Dati a enfin révélé pourquoi elle s'était tue si longtemps au sujet de Carla Bruni. Pendant 15 années, elle a porté seule une vérité qu'elle n'avait jamais osé formuler. Une vérité liée à une fracture intime qui remonte à 2009. Ce n'est ni un règlement de compte, ni un caprice tardif. C'est le retour d'une parole étouffée au moment précis où tout s'effondrait autour d'elle, lorsque le pouvoir lui avait glissé entre les doigts sans qu'elle comprenne tout de suite pourquoi. Elle raconte aujourd'hui qu'un soir, à l'Élysée, tout a changé. Les regards, les conversations à voix basse, les silences soudains, les portes qui se refermaient trop vite. Au centre de cette transformation invisible, un nom revenait toujours, Carla Bruni. Une présence élégante, toujours maîtrisée, mais dont l'influence grandissait à mesure que la sienne s'effaçait. Rachida Dati affirme qu'elle avait compris trop tard qu'elle n'était plus réellement protégée, qu'une décision se prenait sans qu'on la prononce clairement. Ce soir-là, une phrase lui aurait été dite, une phrase qu'elle n'a jamais oubliée. Elle n'en donne qu'un fragment, juste assez pour faire comprendre que ce fut le moment où son destin politique a basculé. Depuis, elle a choisi le silence. Non par peur, mais parce que parler aurait tout détruit. Aujourd'hui, elle explique pourquoi elle s'est tue, et ce qu'elle s'apprête à révéler pourrait changer la manière dont on regarde cette époque. Souhaitez-vous que je continue la partie suivante? Rachida Dati n'a jamais fait partie de ceux à qui la vie offre une entrée facile dans le pouvoir. Née dans une famille nombreuse, élevée au milieu d'exigences simples mais dures, elle comprend très tôt que rien ne lui serait donné. Son enfance, marquée par la discipline, les responsabilités précoces et la conscience permanente du manque, forge en elle une volonté singulière. Étudier, travailler, avancer, recommencer. Chaque étape dans son parcours est une lutte silencieuse contre les limites que les autres imaginaient pour elle. Dans l'administration française, où les codes sont précis et où les portes s'ouvrent rarement pour ceux qui en viennent de loin, elle s'impose sans chercher à plaire. Elle s'impose parce que c'est le seul chemin, par son rythme, par sa rigueur, par ce franc-parler qui déstabilise mais qui fonctionne. Peu à peu, elle attire l'attention d'hommes et de femmes d'influence, jusqu'à croiser la trajectoire de Nicolas Sarkozy, celui qui deviendra son allié politique le plus puissant. Entre eux, la relation se construit sur l'efficacité. Il apprécie sa détermination, elle comprend ses exigences. Lorsqu'il accède à l'Élysée en 2007, leur complicité professionnelle se transforme en loyauté politique. Dati devient garde des Sceaux, première femme d'origine maghrébine à occuper ce poste. Un symbole fort, un succès historique, mais aussi le début d'une exposition médiatique violente, où chaque geste, chaque choix vestimentaire, chaque parole est scrutée. C'est à ce moment que Carla Bruni entre dans le paysage présidentiel. Sa présence modifie immédiatement les équilibres internes. Là où Dati fonctionne dans la vitesse et la franchise, Carla observe, influence, nuance. Deux styles, deux mondes, deux façons de comprendre le pouvoir. Au départ, rien de conflictuel. Juste une tension subtile, un glissement progressif dans les regards et dans les priorités. Rachida Dati le dira plus tard. Avant même la fracture de 2009, elle avait senti qu'un espace s'ouvrait entre elle et le président. Un espace où les décisions ne passaient plus forcément par elle. Un espace où l'on parlait autrement, plus calmement, plus prudemment. Un espace où Carla Bruni semblait occuper une place nouvelle. C'est dans ce climat feutré, presque imperceptible, que naît le silence que Dati portera pendant 15 ans. Quand Carla Bruni devient première dame, Rachida Dati comprend immédiatement que quelque chose se transforme à l'Élysée. Rien n'est dit, rien n'est affiché, mais tout se ressent. Les conversations deviennent plus feutrées, les décisions plus filtrées, les priorités plus nuancées. La présence de Carla, discrète mais parfaitement maîtrisée, commence à peser sur les rapports internes. Elle ne parle pas beaucoup, mais son silence attire l'attention. Elle ne s'impose pas, mais son regard suffit pour orienter les choix. Dati, elle, fonctionne autrement. Elle avance vite, tranche vite, parle sans calcul inutile. Deux univers opposés. Deux manières d'exister dans un espace dominé par des hommes où la parole féminine est toujours scrutée, entre elles aucune hostilité déclarée, mais une méfiance élégante, subtile, presque inévitable. Les réunions changent, les couloirs aussi. Le ton du président se fait différent selon la présence de l'une ou de l'autre, et dans ces nuances que peu perçoivent, Dati voit la carte du pouvoir se redessiner. Au début, elle tente d'ignorer ces micro-signaux. Elle se concentre sur ses réformes, son poste, son efficacité. Mais bientôt, elle remarque que certains dossiers passent par des circuits nouveaux, moins transparents. Elle remarque aussi que les conseillers autrefois proches deviennent prudents. Comme si chacun attendait de savoir de quel côté le vent soufflerait. Ce vent, justement, semble tourner autour de Carla. Non pas par confrontation, mais par influence douce, diffuse, presque imperceptible. Deux femmes, deux légitimités, deux loyautés différentes autour du même homme. Une cohabitation qui aurait pu rester stable,
Mais derrière les sourires et les politesses, un malaise s'installe. Un malaise si discret que seuls ceux qui vivent au cœur du pouvoir peuvent le reconnaître. Et c'est ce malaise, cette tension silencieuse, qui conduira directement à la nuit de 2009, la nuit où tout basculera. La fracture ne commence pas brutalement. Elle s'installe lentement, comme une fissure qui s'élargit chaque jour un peu plus sans que personne ne l'avoue. Au début de l'année 2008, Rachida Dati sent que quelque chose a changé. Elle est toujours garde des Sceaux, toujours en première ligne, toujours dans le rythme effréné qui fait sa réputation. Mais autour d'elle, le silence se densifie. Elle n'est plus consultée sur certains dossiers qu'elle considérait autrefois comme essentiels. Elle n'assiste plus à toutes les réunions stratégiques. On oublie de la prévenir. On lui transmet l'information après coup. Rien de violent, rien de frontal. Juste une succession de détails qui commencent à dessiner une vérité difficile à regarder en face. Ce n'est pas Sarkozy qui s'éloigne vraiment, c'est l'appareil autour de lui. Les conseillers, les collaborateurs, les voix feutrées du palais, tous semblent adopter une prudence nouvelle. Une prudence dirigée vers quelqu'un d'autre, vers une influence différente. La présence de Carla Bruni, désormais officiellement première dame, prend une dimension nouvelle. Elle s'impose non pas par la force, mais par l'attention qu'on lui accorde, par la façon dont on anticipe ses réactions, par l'importance croissante de sa parole dans les décisions qui comptent. Dati, lucide, comprend que ce n'est plus la même dynamique. Elle sent que la carte intérieure du pouvoir est en train de se redessiner autour d'un centre qu'elle n'incarne plus complètement. Ce n'est pas une chute, pas encore. C'est un déplacement, un glissement lent, mais irréversible. Elle le voit dans les regards, dans les silences, dans les conversations qui s'interrompent lorsqu'elle entre dans une pièce. Et puis arrive la nouvelle que personne n'attendait, sa grossesse. En janvier 2009, Rachida Dati apparaît à la sortie d'un ministère, souriante, puissante, mais visiblement affaiblie. La presse s'emballe aussitôt. Le mystère autour du père, les spéculations incessantes, la pression médiatique qui s'accroît jour après jour. Le pouvoir ne supporte jamais longtemps le bruit. Mais ce qui dérange le plus, ce n'est pas l'enfant, c'est le silence, le refus de révéler un nom, le choix d'une femme de protéger sa vie privée dans un monde où tout doit être exposé, expliqué, justifié. Ce silence-là, la presse le transforme en énigme. Le pouvoir, lui, le transforme en problème. À l'Élysée, le climat devient glacé. Certains collaborateurs l'évitent, d'autres lui parlent avec une politesse mécanique, comme s'il recitait un texte appris par cœur. Le président lui-même semble partager entre estime, loyauté et inquiétude. Il l'appelle moins souvent. Il lui parle avec une retenue qu'elle ne lui connaissait pas. Rien de cruel. Juste cette froideur qui s'insinue quand un système décide de protéger son image plus que ses individus. Et au milieu de cette tension diffuse, Carla Bruni occupe une place qui grandit silencieusement. On lui demande son avis, on tient compte de ses ressentis, on ajuste des décisions en fonction d'elle, pas parce qu'elle ordonne, mais parce qu'elle incarne désormais l'équilibre délicat d'une présidence scrutée en permanence. Elle devient la figure douce où convergent les efforts de communication, l'image que l'on veut maîtriser. Pour Dati, cette transformation est un choc, pas parce qu'elle jalouse Carla Bruni, mais parce qu'elle réalise qu'elle n'est plus perçue comme un atout, mais comme un risque. Une femme politique enceinte, exposée, mystérieuse, entourée de rumeurs que personne ne parvient à faire taire. Une ministre qui attire trop d'attention au moment où la présidence cherche la stabilité. Un après-midi, lors d'une réunion, Dati parle, expose un dossier, propose une stratégie. Les autres écoutent, notent, mais la décision finale se prend ailleurs, dans un couloir, dans un bref échange entre deux conseillers. Elle le remarque, elle comprend. La fracture devient visible. Et puis vient le soir, qui restera gravé en elle, un dîner restreint. Quelques visages familiers. Une atmosphère étrange, trop calme pour être sincère. À la fin, quelqu'un lui demande de rester encore un instant. Ce n'est pas Sarkozy. C'est une conversation à part, presque chuchotée, car la Bruni est là. Pas froide, pas hostile. Simplement précise. Elle explique que certaines tensions ont besoin d'être apaisées, que la presse doit être maîtrisée, que l'image de la présidence repose sur un équilibre fragile, et c'est alors que tombe la phrase que Rachida Dati n'oubliera jamais. On ne t'abandonnera pas, mais il faut que tu comprennes ta place. Une phrase douce en apparence. Mais dans ce monde-là, la douceur est parfois la forme la plus brutale de mise à distance. Dati ne répond pas. Elle comprend immédiatement ce que cela signifie. Ce n'est pas une menace. C'est un verdict. Un avertissement enveloppé dans un sourire. À partir de ce moment, tout s'accélère. On lui propose un poste prestigieux au Parlement européen, officiellement
c'est une promotion. Officieusement, c'est un départ organisé. Un éloignement nécessaire pour protéger l'image du pouvoir. Personne ne le dit, mais tout le monde le sait. On ne pousse jamais quelqu'un dehors frontalement, on le déplace avec élégance. On l'applaudit tout en l'éloignant. C'est ainsi que fonctionne le pouvoir. Dati accepte. Que pouvait-elle faire d'autre? Se battre aurait été fatal. Dénoncer aurait détruit non seulement sa carrière, mais aussi l'équilibre politique du moment. Et au centre de tout cela, il y avait sa fille. Son nom, sa sécurité, sa tranquillité. Elle comprend qu'elle doit se taire, que sa parole, à cet instant précis, serait une arme qui se retournerait contre elle. Alors elle part. Elle s'éloigne. Elle sourit devant les caméras. Elle félicite publiquement ceux qui l'ont soutenue. Mais à l'intérieur, elle porte une blessure qu'elle ne peut partager avec personne. Une blessure faite de loyauté trahie, de confiance brisée, d'un pouvoir qu'elle a servi et qui un jour a décidé qu'elle devait disparaître. Pendant 15 ans, la question revient. Pourquoi n'a-t-elle rien dit? Pourquoi ce silence? Elle répond aujourd'hui, elle s'est tue parce qu'elle n'avait pas le droit de parler. Parce qu'elle savait que ces mots auraient déclenché un séisme politique. Parce qu'une femme, dans cette époque-là, ne pouvait pas tout dire sans payer le prix fort. Parce qu'elle devait protéger sa fille d'un scandale qui aurait dévoré sa vie. Parce qu'on lui avait fait comprendre, sans jamais le dire ouvertement, qu'il y avait des vérités incompatibles avec la stabilité d'une présidence. Et surtout parce qu'elle savait que personne ne l'aurait défendue. Ce soir-là, en 2009, la fracture s'est ouverte. Et c'est cette fracture, plus que tout le reste, qui explique son silence. Pendant des années, Rachida Dati avance sans regarder en arrière. Elle reconstruit pièce par pièce ce que la fracture de 2009 avait brisé. À Strasbourg, elle travaille sans relâche. Elle ne demande rien. Elle n'attend rien. Elle observe seulement comment la distance lui rend peu à peu ce que le pouvoir lui avait retiré. La lucidité. Elle retrouve une forme de liberté. Une liberté dure, exigeante, mais réelle. Quand elle revient à Paris, ce n'est plus la jeune ministre flamboyante qui attirait les flashs. C'est une femme affûtée, patiente, aguerrie. Elle devient maire du 7e arrondissement, s'enracine dans une politique de terrain, loin des couloirs feutrés de l'Élysée. Et c'est dans cette reconstruction silencieuse qu'elle retrouve peu à peu son autorité. Une autorité qui ne dépend plus de la protection d'un président, mais de sa propre endurance. Les années passent, sa fille grandit, la vie se stabilise. Et le temps, finalement, transforme les blessures en mémoire. Ce n'est que lorsqu'elle redevient ministre sous un autre gouvernement que Rachida Dati comprend qu'elle n'a plus rien à prouver, plus rien à craindre, plus rien à protéger sinon sa vérité. À 59 ans, elle parle pour la première fois de ce moment qu'elle avait enfoui pendant 15 ans. Elle n'en fait pas un drame, elle ne cite pas de nom, elle ne cherche ni vengeance ni revanche. Elle explique simplement que le silence fut une nécessité, une protection, une façon de survivre dans un système où l'apparence comptait plus que la justice, où les femmes qui s'imposaient trop vite étaient vite rappelées à l'ordre. Elle révèle que son silence n'était pas un aveu de faiblesse, mais un acte de responsabilité. Oui, elle a été blessée. Oui, elle a été mise à l'écart. Oui, elle a compris ce que signifie être une femme dans un monde où l'on décide toujours pour vous. Mais elle refuse désormais que ce chapitre définisse sa vie. Car la renaissance de Dati ne se lit pas dans ses mots, mais dans sa posture, dans sa manière de rappeler qu'elle a survécu à tout cela sans céder, sans s'effondrer. Et lorsque Carla Bruni choisit de ne pas répondre, c'est presque une confirmation silencieuse. Cette histoire n'a plus besoin de confrontation. Elle n'a plus besoin de justification. La vérité de Dati n'est pas une attaque, c'est une libération. Une façon de reprendre la place qu'on lui avait niée. Une manière de dire qu'elle existe encore, debout, intacte, après avoir traversé un monde qui voulait son silence. La vérité que Rachida Dati révèle aujourd'hui ne cherche ni à blesser, ni à réécrire l'histoire. Elle ne vise pas Carla Bruni, ni même ceux qui ont participé à son éloignement discret. Elle raconte un moment, une phrase, une fracture, que seules les femmes qui ont vécu au cœur du pouvoir peuvent comprendre. Ce qu'elle décrit, ce n'est pas un conflit entre deux femmes, mais le fonctionnement d'un système où les loyautés se négocient en silence, où les choix se murmurent dans les couloirs, où les décisions qui changent des vies tiennent parfois en quelques mots prononcés à voix basse. Pendant 15 ans, elle a porté ce poids en silence, non par faiblesse, mais par nécessité, par instinct, par protection. Aujourd'hui, ce qu'elle dévoile éclaire une époque entière. Elle montre comment la politique, dans sa beauté et sa brutalité, peut briser ceux qu'elle a d'abord portés. Elle montre aussi qu'une femme peut survivre à ses brisures, s'en relever, reconstruire sa carrière, sa dignité,
sa parole. Rachida Dati ne demande pas qu'on la plaigne. Elle ne demande pas qu'on la célèbre. Ce qu'elle affirme, c'est qu'il est enfin temps de nommer ce que les autres préfèrent taire. Et dans ce geste, il y a une forme de courage qui dépasse les personnes, une manière de rappeler que les femmes du pouvoir ne sont pas seulement des symboles ni des silhouettes, ce sont des êtres qui paient parfois le prix fort pour rester debout. En racontant pourquoi elle s'est tue, elle transforme son silence en force. Elle referme un chapitre sans chercher à rouvrir des blessures, mais en choisissant de les regarder en face. Et sa dernière leçon peut être la plus importante: la vérité n'a pas besoin d'éclat pour exister. Elle a seulement besoin du moment où l'on décide enfin de ne plus la craindre.